ce qu'on a déjà fait. Donc on avait défini, pour caractériser un signal, on avait dit que une des premières caractéristiques qui est importante, c'est la valeur moyenne, qui est là, donc, qui est en fait, comme je vous l'avais déjà dit, une somme discrète qu'on écrit en continu. Donc la somme, par exemple, lorsqu'on calcule la moyenne d'un DS, on somme les notes et on ramène sur le nombre de notes. Alors là, on fait une moyenne temporelle, donc il faudrait sommer chaque valeur du signal au cours du temps et ramener sur le temps total. Sauf que sommer sur quelque chose de continu, ça revient à faire cette intégrale-là. Il y a quelqu'un qui voulait quelque chose? Non? C'est bon. Donc maintenant, je vous avais dit, je crois qu'on s'était arrêté à là, je vous avais donné ça comme travail. Je vous avais dit de notamment calculer la valeur moyenne pour deux types de signaux. Un signal périodique déplacé, enfin qui oscille autour de A1 et A0 et d'amplitude A1 à la pulsation oméga, et un signal créneau. Alors, est-ce qu'il y a, dites-moi juste pour ceux qui ont eu des soucis dans le calcul, où est-ce que je dois reprendre le calcul? Est-ce que il y a eu un souci? C'est juste un calcul intégral. Ne répondez que ceux qui ont eu un souci. S'il y a certaines questions, oui, vas-y Alric, je t'écoute. Je sais pas si c'est moi qui ai mal écrit ou qui ai mal pris, mais j'avais pas le même signal. Alors après, c'est peut-être moi. Mais... C'était quoi quel était ton signal de départ? J'avais ST égale S0 plus S1 cos oméga T. Il n'y avait pas de plus phi. Le plus phi, je crois que je l'avais rajouté juste à la fin, mais ah, ok. Mais de toute façon, il change pas du tout le calcul. C'est juste que dans l'avant-dernière ligne, ici par exemple, tu auras sinus de 2π moins sinus de 0. Ok, ouais. C'était juste pour indiquer que le déphasage, vous savez bien que le déphasage, ça décale juste la courbe, c'est pas censé changer quoi que ce soit sur l'amplitude ou les oscillations ou la période ou autre. Ouais, ok. Ok, Iris, question, vas-y, je t'écoute. C'est pas vraiment une question, mais je crois qu'il y a un signe moins. Alors. À la troisième ligne. Ah oui. La quatrième ligne, c'est ça? Ce signe moins ici. Ok, normalement ça devrait faire ça. C'est ça? Non, il est en trop. Parce que la primitive de cos... Ah oui, il est en trop. Ça serait bien si tu peux pas avoir des écouteurs parce qu'il y a un retour. Bon, au pire, on va dire, bon, dans le temps, si tu l'as pas sous la main, le micro, c'est pas grave. Donc, en effet, hop. Donc, on fait un plus. Voilà. Je vous renverrai la version. Il y a quelqu'un qui a un micro. Alric. Oh. Donc ouais, il y a un problème de signe plus. Ok, je vous renverrai la version corrigée un peu plus tard. Alors, donc, on remarque quelque chose qui est évident, c'est que votre signal a une valeur moyenne qui vaut A0, qui correspond donc aux oscillations autour de cette valeur. Alors, là, c'est vrai que vous pouvez peut-être rajouter en propriété. Alors, je regarde juste, est-ce que j'ai marqué cette propriété quelque part? Non. Il y a une propriété qui est fondamentale à retenir. Retenez quand même que la valeur moyenne, alors attendez, on va le marquer, je sais pas, je la marquerai juste à côté, mais la valeur moyenne d'un sinus, oméga t plus phi, est égale à la valeur moyenne d'un cos oméga t plus phi, et ça vaut 0. C'est-à-dire que quand vous écrivez ça, de toute façon, si vous tracez le graphe, il n'y a pas de problème, mais un sinus et un cosinus, juste comme ça oscille autour de 0, donc sa valeur moyenne est nulle. Donc ça peut être intéressant à retenir pour des fois alléger des calculs. Notamment quand on fera le calcul de la valeur efficace, ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Alors d'ailleurs c'est sinus de oméga t plus phi, cos oméga t plus phi, mais peu importe oméga, hein, c'est-à-dire que si par exemple j'écris, alors imaginons j'efface ça, et je dis que c'est cos de 2 oméga t plus phi, ça marche aussi. Hein. Peu importe, c'est-à-dire en gros mathématiquement pour toute valeur de oméga.
Donc, peu importe ce que vous mettez. Alors, attendez, pour toute valeur d'oméga différente de 0. Ouais, ça serait plus intéressant parce que si oméga égale à 0, vous avez fait juste la valeur moyenne de sinus de phi, ça dépend plus du temps, donc ça fait sinus phi. Voilà. Donc ça honnêtement, ça peut vous alléger certains calculs. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous retaper à chaque fois quand on vous demande au moment où vous avez besoin de calculer la valeur moyenne d'un cosinus, de refaire ce calcul, cette intégrale. Vous pouvez directement dire un cosinus ou un sinus, c'est de moyenne nulle au cours du temps. Attention aussi à regarder par rapport à quoi vous moyennez. Donc d'ailleurs, on mettra à la fin parce qu'il y avait une question sur ça, sur le Google Partage. Alors entre guillemets un peu plus complexe, mais pas un peu plus complexe mais pas tellement, un signal créneau. Alors juste j'ai fait ce document avant-hier, donc il y a des graphes que j'ai pas du tout fait parce qu'on l'a déjà donné dans le cours, mais juste pour rappeler le graphe que vous aviez dans le cours. Attendez, je prends le bon crayon. Donc un créneau, on l'avait centré, me semble. Par exemple comme ça. Je crois qu'on avait mis le 0 en ce point-là, c'est ça? Vous pouvez me confirmer que ça changera pas la valeur de votre résultat? Oui, c'est ce qu'on avait fait. Mais c'était ça. Ok. Donc pour ce créneau-là, c'est plus simple à calculer. Il n'y a pas d'intégrale à connaître. En gros, c'est vous décomposez votre intégrale en deux domaines. Un domaine en 0 et t sur 2, là où votre fonction est non nulle, et dans votre domaine en t sur 2t, là où votre fonction est nulle, donc l'intégrale est nulle. Donc c'est ce que je viens de mettre ici. Là. L'intégrale, la valeur moyenne de votre signal peut se ramener simplement au calcul sur une demi-période. Alors, si j'avais mis ma courbe pas centrée en 0, mais en un autre point, votre intervalle de définition peut changer. Il faut juste adapter par rapport à la courbe que vous avez. Mais ça change absolument pas le résultat. Voilà, il manque quelque chose ici. Voilà, c'est quoi ça? Pourquoi c'est aussi gros? La valeur moyenne de S de t, c'est donc l'intégrale de 1 à t, de 1 sur t, enfin de 0 à t sur 2, pardon, de 1 sur t S de t dt. Votre fonction vaut S0, donc on peut sortir cette constante. Il ne reste qu'à intégrer dt entre 0 et t sur 2, c'est-à-dire t sur 2. Donc on obtient que la valeur moyenne d'un signal, ce qui était a priori évident, parce que si vous regardez votre courbe, la valeur moyenne, elle est en pointillé ici. Et donc, si là, ça vaut S0, au milieu, la moyenne des deux, ça vaudra S0 sur 2. Donc, c'est assez évident de vérifier rapidement votre résultat en faisant un graphe. Alors, une remarque qui est indiquée, après je réponds à la question qui était sur Google Partage. La valeur moyenne, enfin, vu que l'intégrale de f plus g, c'est intégrale de f plus intégrale de g, a priori, les valeurs moyennes, la valeur moyenne d'une somme, c'est la somme des valeurs moyennes. Alors, il y avait une question, je vais la lire pour tout le monde, pas besoin de vous connecter sur le Google Partage. La question est, lorsqu'on additionne les valeurs moyennes de plusieurs signaux, est-ce qu'on suppose qu'ils ont la même période? A priori, oui. Si tu dis qu'en fait, une valeur moyenne est associée sur une période donnée. Mais après, je réfléchis des cas où tu peux avoir deux signaux de périodes différentes. Je ne crois pas. En fait, c'est chaque signal séparément a une valeur moyenne. Après, si tu dis la somme des deux signaux, en fait, ça aurait pas de sens en fait de calculer une valeur moyenne pour un signal qui n'ont pas les mêmes périodes. Donc en fait, c'est un intérêt si je mets même. Attendez, je remets sur le chat. Même période. Sinon, ça n'a pas réellement d'intérêt de caractériser un signal. On n'a pas du tout les mêmes périodes. Donc voilà, là c'est simplement, vous pouvez essayer de faire à la maison pour un signal triangulaire. C'est juste que sur une portion
Vous aurez une droite affine de pente positive, ax plus b, connaissant les valeurs de a et de b, que vous pouvez calculer, coefficient directeur ordonné à l'origine. Et vous faites pareil sur la partie décroissante, et vous calculez à chaque fois cette intégrale. Alors là, vous allez donc intégrer at plus b, donc ça fera des intégrales en t carré sur 2 plus t, et que vous pouvez calculer. Vous pouvez vous entraîner à faire ça, ça peut être un exemple plus exemple triangulaire. Ça peut être intéressant de faire ça. Alors, donc maintenant, on va s'intéresser à une deuxième caractéristique d'un signal, c'est sa valeur efficace. Donc, je vous ai mis une petite phrase, enfin un petit paragraphe pour contextualiser pourquoi c'est intéressant quand même cette valeur efficace. Mais dans l'idée, c'est quand un appareil, a priori qui fonctionne, qui prend du courant de la prise électrique qui est en sinusoïdale, et que EDF vous vend du 230 volts, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est l'amplitude qui vaut 230 volts? Dans ce cas, c'est pas trop représentatif parce que il n'y a qu'à chaque période, qu'à chaque temps particulier, à chaque temps discret, dénombrable, où la période va avoir, le signal, va atteindre son amplitude maximale. Et sinon, pour le reste, ça sera entre 0 et 230 volts. Donc, on imagine bien que ce 230 volts qui est indiqué par EDF est en réalité pas l'amplitude de votre signal. Enfin, ça, comme je vous l'ai dit, ça n'aurait pas, on pourrait, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Donc, pour ça, on va introduire une nouvelle notion. On va essayer de trouver quelque chose qui peut définir une amplitude, enfin, peut définir quelque chose d'autre qu'une amplitude pour caractériser un signal. En gros, quand EDF va vous vendre du 230 volts, la question c'est comment on a défini ce 230 volts. On ne définit pas ce 230 volts par son amplitude, pas par sa valeur moyenne non plus, puisque si vous dites 230 volts, pareil, en valeur moyenne, a priori, un signal périodique, vous avez vu sa moyenne vaut 0, donc c'est pas du tout ça non plus. Donc, l'idée a été donc d'introduire une caractéristique principale pour chaque signal, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la valeur efficace. On peut parler de valeur efficace pour une tension, on peut parler de valeur efficace pour une intensité, on peut parler d'une valeur efficace pour n'importe quel signal que vous utilisez. Donc, la définition qui a été choisie pour définir ça, on aurait pu choisir une autre chose, hein, d'accord? C'est juste là maintenant, tout est réglé avec cette convention-là, donc c'est cette convention-là qui est choisie. Et cette convention, elle utilise notamment l'effet Joule. Sa définition de base, je change de page. Sa définition de base, c'est, en gros, alors vous avez sûrement lu le paragraphe, je vais pas le relire mot à mot, mais l'idée, pour définir une intensité efficace, c'est-à-dire une grandeur qu'on peut donner, enfin une valeur qu'on peut donner à une intensité en régime sinusoïdal, on dit en gros que la puissance qui est dégagée par une résistance lorsqu'elle est parcourue par ce courant-là aura la même valeur que celle en régime continu pendant ce même intervalle de temps. Donc, c'est comme ça qu'on a défini l'intensité efficace et la tension efficace, non pas en comparant intensité ou tension entre elles, mais en comparant la notion de puissance en régime continu et en régime sinusoïdal. En faisant ça, maintenant, on a introduit une autre grandeur. C'est tout ce raisonnement qui est ici. C'est ce que j'ai essayé de détailler. En gros, on va faire ce calcul en utilisant la définition qui vous est donnée là et voir qu'on obtient l'expression générale de l'intensité efficace. Donc, en régime, si on prend la définition, on vous dit que en régime sinusoïdal, est-ce qu'il faut que j'agrandisse ou c'est bon? Parce que je suis pas en plein écran, donc faut me dire s'il y a un souci de taille. Non, c'est bon, oui. Ok. Donc la puissance en régime sinusoïdal parcourue par un courant, enfin avec une résistance qui est parcourue par une intensité I efficace, s'écrit RI carré efficace. En régime continu, on a cette chose-là. On a RI carré de T comme on l'avait fait. Donc en moyenne, pendant le même intervalle de temps, parce que on calcule sur une période, on va voir P de T égale R, enfin la valeur moyenne de I carré. Alors attention, je peux déjà noter dès le départ
je sais plus si j'ai marqué en dessous, mais je le dis tout de suite aussi, la valeur moyenne de i carré est totalement différente de la valeur moyenne de i, le tout au carré. D'accord? Ça, c'est important. Ça, c'est une erreur classique. Donc, attention à cette chose-là, c'est une erreur. Et donc, en comparant maintenant les deux expressions ici et là, on obtient une expression de l'intensité efficace qui s'écrit maintenant comme la racine carrée de la valeur moyenne au carré. Oui, Clément? Juste, mais j'ai pas compris comment est-ce que d'après la définition, on avait que grand P était égal à la valeur moyenne de petit P. Bah, c'est la définition, parce qu'on te dit que la puissance dissipée en régime sinusoïdal doit être la même que la puissance en régime continu sur un même intervalle de temps. D'accord. En fait, c'est la définition qui te dit on doit avoir égalité des puissances. Oui. C'est comme ça qu'on définit. C'est comme ça, honnêtement, qu'on définit l'intensité efficace. On aurait pu choisir autre chose. Alors, autre chose de cohérent qui aurait peut-être amené à une autre forme de résultat, mais c'est cette convention-là qui a été choisie puisqu'elle a été mûrement réfléchie pour obtenir des choses cohérentes. D'accord. Merci. Donc, maintenant, on généralise tout ça pour n'importe quel signal S de t. La valeur efficace d'un signal, c'est la valeur moyenne, la racine carrée de la valeur moyenne de S carré t. Donc, au lieu d'intégrer sur le signal S de t, on intègre sur S carré de t. Et on va montrer que on va obtenir quelque chose de cohérent qui est différent de la valeur moyenne. Donc là, par exemple, le seul calcul que vous devez savoir faire, c'est sur le signal sinusoïdal. Alors, pour simplifier, vous pouvez essayer de faire le calcul. Hein, j'ai juste pris ce signal-là. D'accord. J'ai pas rajouté une constante vraiment pour simplifier. Vous pourrez reprendre le raisonnement. Il faudra juste développer le carré. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Alors, donc on calcule S carré de t, S carré efficace ici. Je mets pas la racine carrée, hein, c'est pour ça que j'ai mis un carré dès le départ. Donc on doit intégrer un cos carré. Alors, cos carré, soit vous connaissez les formules, ça vous verrez que l'intégrale maintenant de la valeur moyenne de cos carré, vous saurez après ce que ça vaut. Mais l'idée c'est de linéariser linéariser cette fonction. Alors on pourrait utiliser la méthode brutale avec je sais pas comment elle s'appelle nom de cette formule, mais en gros sinus de x égale exponentielle de ix, cosinus de x égale exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. On pourrait utiliser ça, mais bon, on a une formule qui dit tout de suite ce que vaut cos carré en fonction de cos de carré de x en fonction de cos de 2x. Bah, cos carré de x, je vais le marquer juste à côté, ça peut être bien. Donc, cos carré de x, c'est 1 plus cos de 2x sur 2. Et donc, en utilisant ça, en adaptant, en disant que maintenant x, c'est 2pi fois le temps sur la période, on intègre ça. Et donc, attention au 1, ça va être important. Ce 1 qui est là, c'est ce qui va justement donner une intégrale non nulle. On revient donc à calculer l'intégrale de 1 et une intégrale de cosinus. On a vu tout à l'heure que sur une période, l'intégrale d'un cosinus, c'est-à-dire sa valeur moyenne, en moyennant ce facteur t, était nulle. Donc en gros, déjà avec ce qui a été fait avant, vous pouvez déjà dire, bon, on a vu tout à l'heure que l'intégrale de 0 à t de cos machin, c'était nul. Donc ce terme-là donne 0. C'est ce que je l'ai laissé moi, mais au final c'est ce qu'on trouve. Et par contre, ce qui reste, c'est l'intégrale de t, et quand j'intègre entre 0 et t, j'obtiens S carré max sur 2. Et donc, pour un signal sinusoïdal, d'accord, la tension, le signal efficace, c'est son amplitude, S max, sur racine de 2. Attention, pour un signal, par exemple, il me semble que pour un signal rectangulaire, un genre de créneau, il me semble que c'est racine de 3 quand on fait le calcul. Pour essayer, mais je crois que c'est racine de 3. Je ne veux pas dire de bêtises.
Donc, par exemple, maintenant, ce qu'on vous dit dans ce petit exemple qui est juste en dessous, quand EDF ou un objet a une mention marquée 220 volts 2,2 watts, on fait référence à la tension efficace. Pas son amplitude, pas sa valeur moyenne, mais à sa tension efficace. Donc, par exemple, un exo très simple, hein, on prend un sèche-cheveux, donc comme une simple résistance chauffante, et on lit la mention 220 volts, 2,2 kW. On vous demande quelle est l'intensité du courant débité, la valeur de la résistance R et l'intensité maximale qui peut circuler. Vu que le signal est périodique, il a une certaine amplitude, donc une valeur maximale. Donc, le courant qui devrait être affiché, qu'on aurait pu afficher sur le sèche-cheveux, c'est le courant efficace. Ce courant efficace est là. Par définition, la puissance c'est I efficace fois U efficace. Je fais le calcul et on trouve 10 ampères. Donc, le courant efficace, l'intensité efficace est de 10 ampères. La résistance, on peut utiliser R égale UF sur IF, ou on peut utiliser aussi R est égal à Umax sur Imax. Parce que d'ailleurs, on ne l'a pas demandé, mais on aurait pu dire aussi que calculer la tension maximale atteinte dans le circuit, par définition, Umax, c'est racine de 2 fois U efficace. D'accord, ce serait la tension maximale. Et donc, quand on calcule avec cette même formule, on l'adapte, mais pour l'intensité, on trouve que Imax égale racine de 2 fois I efficace, qui est donc égal à 14 ampères. On voit bien quand même que l'intensité efficace est de 10 ampères, et la tension maximale est de 14 ampères. Mais attention, la 14 ampères, elle n'est atteinte qu'à certains moments, pas tout le temps. Alors que 10 ampères, en gros, la valeur efficace, si vous préférez, c'est un intermédiaire entre la valeur moyenne et la valeur maximale. Alors, maintenant, si vous regardez dans les livres d'ailleurs, cette partie-là elle est plutôt faite au niveau des premiers chapitres. Alexandre, tu as une question? Oui. Qu'est-ce que tu entends par Samani alternatif? Ah, oui, en gros. Oui. S'il fallait faire une correspondance, ça serait s'il fallait transformer l'alternatif au continu, ça donnerait, si on vous dit 220 volts en alternatif, si vous voulez naïvement le transformer en continu, ça donnerait du 220 volts. Mais pour ça, c'est pas ramener l'amplitude à 220 volts. Faudrait connaître la valeur efficace pour ramener à cette valeur-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, je vais avancer un petit peu. Alors, là, on vous demande, on nous demande dans le programme de faire cette partie-là. Honnêtement, il n'y a pas trop d'intérêt. Pourquoi je vous dis il n'y a pas trop d'intérêt? Parce que en réalité, la notion de puissance en régime sinusoïdal, elle est hors programme. Vous allez faire ça, il me semble, en psy. Mais cette notion de puissance en régime sinusoïdal est assez complexe. Pas quand on utilise des résistances, mais quand on utilise des condensateurs et des bobines, parce qu'on va manier des grandeurs complexes. Donc la puissance, ce sera pas tout le temps U efficace fois I efficace. D'accord? C'est vraiment plus complexe que ça. Il y a un cosinus de phi qui apparaît en plus. Et phi étant l'argument du système complexe que vous allez faire. Mais c'est vraiment un programme. C'est pour ça que vous n'aurez pas d'exercice sur cette notion de puissance, sauf s'il y a simplement des résistances. Mais s'il y a bobine et condensateur, vous n'aurez jamais aucune question de puissance, en tout cas en première année. Il n'y a que ceux qui iront en filière psy qui normalement verront ça. Mais maintenant, il y a quand même on nous demande de faire quelque chose sur la puissance en gros d'un signal. Alors, tout à l'heure, on a calculé la valeur moyenne, la valeur efficace, en prenant en compte en prenant un seul signal périodique, c'est un cosinus. Maintenant, on peut généraliser ça. Quelle serait la valeur efficace
d'un signal périodique quelconque. Et on reprend la définition. Donc, on a vu dans ce chapitre-là, même dans d'autres, que pour un signal périodique, on peut décomposer en série de Fourier. D'accord, la décomposition de Fourier qui est là, avec IN et φn, des constantes qui sont calculées en utilisant les formules du cours de maths, enfin que vous verrez l'année prochaine. Alors, si on reprend la définition, on a donc un signal qui est composé de plusieurs signaux. Un signal continu, ici, de fréquence nulle, et une infinité de sinusoïdes de fréquence non nulle, et chaque fréquence étant le multiple d'une autre fréquence. Si on reprend la définition maintenant de la notion de valeur efficace, on vous dit que donc la puissance totale, ça va être RI carré pour un signal sinusoïdal. Donc, vu qu'on a plusieurs signaux sinusoïdaux, chaque signal va donner une puissance, comme si elle était toute seule en fait. Elles vont pas se combiner entre elles. Chaque signal agit séparément des autres. C'est ce que vous allez voir en mathématiques avec les bases. On en a déjà discuté un peu, mais ça se mélange pas aussi simplement. C'est-à-dire donc que la puissance va donner la même chose, c'est-à-dire la puissance totale, ça va être la somme de chaque puissance. D'ailleurs, je suis pas sûr que l'index soit bon. J'aurais plutôt dû mettre 0, 1, 2. Enfin, je vous reverrai le document. Et après, on réexprime la puissance et on a donc cette formule-là à travers une résistance. Quand on regarde une résistance, hein, d'accord? On divise par R et on obtient cette formule-là, qui est d'ailleurs une formule que l'on retrouve en mathématiques. Il me semble que c'est, regardez ça tout de suite, identité de Parseval. Identité Parseval, série de Fourier. Égalité de Parseval. Ouais, c'est ça. Donc c'est une formule qui marche pour n'importe quel signal périodique. C'est juste que là on travaille sur l'intensité, mais ça marcherait aussi pour la tension efficace, pour S de T, enfin tout. Ce que j'ai mis en dessous, cette relation se généralise pour n'importe quel signal périodique S de T. Alors pour finir cette partie, plus de culture pratique plutôt qu'autre chose. Souvent, vous pouvez avoir des questions en pratique, enfin en TP, je parle, mais des fois une question à l'écrit, ce qu'on appelle les modes RMS, AC et DC. Alors, vous avez peut-être déjà vu AC et DC rapidement lorsque vous manipuliez l'oscilloscope ou le voltmètre. Et donc, ces modes-là font surtout référence aux signaux alternatifs. Donc, par exemple, le mode RMS pour root mean square, c'est-à-dire racine carrée en anglais, hein, ça mesure donc la valeur efficace du signal. Donc si vous voulez avec un voltmètre mesurer la valeur efficace, il faudra vous mettre en mode RMS. Alors pourquoi il faut mettre un mode particulier? En soi, si vous prenez un voltmètre et que vous mesurez directement au bord d'un signal qui est périodique, si le voltmètre est assez rapide, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir votre tension, votre courant. Si on prend un voltmètre, votre tension qui va varier au cours du temps à la période qui est fixée par le GBF. D'accord? Donc, il ne pourra pas définir une valeur constante tout le temps. Donc, on se place pour ça en mode RMS si on veut la valeur efficace. Alors, si on veut la valeur moyenne, on peut se mettre en mode DC. Alors, la valeur moyenne, on verra qu'est-ce qui nous permet, c'est justement après, pour faire la valeur moyenne notamment, c'est appliquer un filtre passe-bas. Oui, pour avoir la moyenne, il faudrait un filtre passe-bas. Pourquoi un filtre passe-bas? C'est-à-dire il laisse passer les basses fréquences et notamment s'il laisse passer la fréquence la plus basse, c'est-à-dire la fréquence nulle. Donc il faudra un filtre qui laisse passer seulement la fréquence nulle et aucune autre fréquence. Donc il faudrait notamment que la fréquence de coupure F0 soit
assez basse par rapport à ce qu'on utilise d'habitude, c'est-à-dire de l'ordre de 1 Hz. Si la première fois, imaginons, si le fondamental est à 10 Hz, il faudra placer F0 à 1 Hz, par exemple. Et s'il y a un autre mode, maintenant, c'est mesure de la valorification composante continue, c'est-à-dire le mode AC, c'est-à-dire vous avez un signal qui est périodique, qui a une composante continue, c'est-à-dire ce I0 qui est là, notamment, attendez, je vous montre dessus, qui est entouré en rouge, là, ici. Et ça c'est la composante continue, c'est votre signal. Donc là, il y a un mode, ce qu'on appelle le mode AC, qui enlève ce signal-là et qui ne s'intéresse qu'aux composantes alternatives. Donc ça, pour le coup, on doit garder toutes les fréquences, sauf la fréquence nulle. C'est donc un filtre, a priori, passe haut. On ne veut garder que les composantes alternatives. On veut tuer toute composante continue. Et un passe haut, peu importe où est sa fréquence de coupure. Donc F0, ça vaut 0, c'est pas très petit devant ou très grand devant, c'est très petit. C'est la plus petite valeur possible pour une fréquence. J'arrive Arthur. Donc un filtre passe haut avec une fréquence de coupure de l'ordre de 1 Hz. Ça marche. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait dû faire en TP hier, si on n'avait pas été confiné. C'est obtenir le diagramme de Bode du filtre passe haut. Oui, Arthur? Mais je comprends pas, quand vous dites le filtre passe-bas, il doit laisser passer il doit laisser passer la fréquence F0 ou la Non, fréquence 0? la fréquence 0 Hz. Mais ça correspond à quoi cette fréquence? C'est l'associer au signal continu. Un signal continu a par définition une fréquence nulle. Ah ok, ouais. Ok, d'accord, merci. Donc en fait, quand tu fais ton spectre de Fourier, tu vas avoir par exemple, je sais pas, je vais le marquer ici. Imaginons que tu as ton spectre de Fourier qui est là, en fonction de la fréquence. Tu as la première qui a fréquence nulle, qui elle représente le signal continu. Et tu as, par exemple, le fondamental qui peut avoir une amplitude plus grande que le signal continu. Donc, on va appeler F1. F2 qui a une amplitude plus faible, F3, etc. Et ainsi de suite. Donc, Ok, merci. ce qu'on veut garder, c'est simplement ça. Donc, il faudrait placer une fréquence de coupure ici, par exemple, pour que F1, F2, F3 et toutes les fréquences supérieures soient filtrées. Ok, je vois. Merci. Alors, justement, ça fait le lien avec la dernière partie du chapitre. Ces deux parties-là qu'on vient de faire, partie grand 3 et partie grand 4, sont pas les parties les plus importantes, on va dire. Ce qui est vraiment important pour vous en exercice, et au concours, c'est notamment de calculer les fonctions de transfert, les diagrammes de Bode et les interpréter. Donc, notamment la partie grand 3, honnêtement, c'est rare d'avoir un problème sur ça. De toute façon, je vois pas comment on peut avoir un problème simplement sur des calculs de valeur moyenne. Mais il faut absolument connaître, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de centrer votre travail exclusivement sur ça. La partie grand 4 est surtout, on va dire, non calculatoire. C'est essayer de maintenant faire le lien entre les filtrages de signaux sinusoïdaux avec maintenant des filtrages de signaux périodiques quelconques. Donc maintenant, ce qu'on vous dit dans une première partie, ce qu'on s'intéresse qu'à des systèmes linéaires. En gros, un système linéaire, si vous avez lu, alors imaginons que là vous avez un filtre qui a une certaine fonction de transfert H. Vous envoyez E1, E2 en entrée, deux signaux d'entrée. Vous allez récupérer en sortie S1 et S2 avec S1 et S2 qui sont liés entre eux. C'est-à-dire que si E2 est à la pulsation F2, est à la fréquence F2, S2 sera aussi à la fréquence F2. Si E1 est la fréquence F1, S1 sera aussi à la fréquence F1. En gros, si vous avez trois signaux de fréquence F1, F2, F3 en entrée, vous allez récupérer en sortie trois signaux de fréquence F1, F2 et F3. Vous n'avez pas de mélange de fréquences, de création de nouvelles fréquences ou de fréquences enlevées en théorie. Par exemple, le filtre non linéaire qui ne marche pas, le premier, c'est le multiplieur, par exemple. Un multiplieur, c'est-à-dire qui fait E1 fois E2, n'est pas un système linéaire.
D'accord? C'est-à-dire, en gros, il ne recrée pas derrière quelque chose qui est sous la forme S1 plus S2 avec la même fréquence. Donc, nous, on s'intéressera qu'au système linéaire. Après, en exercice, vous pouvez avoir des systèmes non linéaires, mais vous n'avez absolument rien à connaître. Faites attention à ce que j'écris ici notamment. Hop, alors attendez, ici. Là, pour le coup, ça ne marche que pour des filtres linéaires. D'accord? Ce que ça veut dire, et c'est ça qui est puissant, en gros, pour des filtres linéaires, un signal de sortie. En gros, si vous connaissez le signal d'entrée et que vous arrivez à caractériser le filtre, c'est-à-dire connaître sa fonction de transfert complexe et donc son module et son argument, vous pouvez déduire de tout ça l'expression générale du signal S de t, Sn de t, qui est ici. S de t, enfin, tous les signaux Sn de t, donc S de t. Comment on fait? En fait, vous voyez que par rapport au signal En de t qui est là, le signal de sortie Sn de t a cette expression-là. Pourquoi? Parce que ça fait, par définition, Sn sur En. Donc Sn, c'est En fois le module de H. Le cosinus, il faut rajouter son déphasage, c'est-à-dire l'argument de H. La particularité, il faut faire attention. Attention, H et phi sont évalués pour chaque oméga n, c'est-à-dire que pour chaque fréquence, vous aurez une valeur numérique de H et d'accord? Vous voyez bien que j'ai bien spécifié l'argument, la variable qu'il y a dans le module et dans l'argument. Pour chaque fréquence, vous allez donc avoir une amplitude différente calculée par rapport à sa fréquence. D'accord? Donc ça, c'est l'expression générale d'un signal ST qui sortirait du filtre. Et donc vous voyez que, d'après ce que j'ai dit avant, le signal En de t qui a la fréquence oméga n, le signal Sn de t aura aussi une fréquence oméga n, mais par contre aura son amplitude et sa phase de différente. Voilà, donc il n'y a pas besoin... en gros, si on arrive à caractériser chaque sinusoïde et qu'on arrive à caractériser le filtre, on peut tout de suite connaître le signal S de t qui en sort. Peu importe si c'est un créneau, un signal triangulaire ou un signal périodique qui a une forme très particulière, mais en tout cas, la seule condition, enfin, les seules conditions, c'est avoir un système linéaire et avoir un signal périodique. Donc, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je peux pas bloquer ça. Bon, on va avancer, on va voir. Modifier ça. Attendez, je vais essayer de le fixer. Bon, tout le monde a noté? Je vais avancer. Au pire, de toute façon, Iwan enregistre, donc vous aurez cette chose-là. Alors, donc maintenant, on va passer à la dernière vraie partie. D'accord, je vous montrerai des cas particuliers, autres. Ok, merci William. Donc, la partie, enfin, où on mélange tout ça. En gros, pour essayer de faire le lien entre le diagramme de Bode et toutes ces fréquences d'un signal périodique quelconque. Ce qu'on fait, donc on va prendre un cas idéal. Hop, je change de page. Imaginons que l'on prenne comme exemple un filtre passe-bas. Donc idéal, vraiment idéal. C'est-à-dire idéal, c'est que ça laisse passer tous ces signaux qui sont là-dedans, qui ont des fréquences inférieures à F0. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le mettre en rouge là. Et ça coupe toutes les autres fréquences supérieures à F0. C'est-à-dire que ici, ici,
vous aurez un gain qui vaut par définition moins l'infini. Et ici, un gain qui vaut 20 log de H0. Parce que l'amplitude, vous voyez que l'ordonnée, c'est H0. H0 peut être plus grand ou plus petit que 1, c'est pas le problème. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que pour ce filtre idéal, on va regarder maintenant quelles sont les fréquences qui sont dans la bande passante et quelles sont les fréquences qui sont en dehors de la bande passante. Vu qu'on a un filtre idéal, toutes les fréquences qui sont supérieures à F0 sont automatiquement coupées. C'est-à-dire elles ne sortent pas. Elles ont une amplitude nulle par définition. Donc un gain qui vaut moins l'infini. En pratique, vous savez que pour un filtre du premier ordre, on baisse le gain de 20 dB par décade. C'est-à-dire on peut pas y aller directement à moins l'infini, mais on y va. Le gain diminue de 20 décibels lorsque la fréquence est multipliée par 10. Dès lors qu'on est dans le domaine qui coupe. Alors, donc là par exemple, je vous ai représenté deux spectres de signaux, un signal 1 et un signal 2, qui ont des spectres différents. D'accord ? Certains, le signal 2 a des fréquences qui sont un peu plus rapprochées que le signal 1. On voit ici que pour le signal 1, en bleu, cette fréquence-là, elle est dans la bande passante, donc elle ressortirait en tout cas. Alors elle ressortirait pas à l'identique, Elle ressortirait avec un gain qui vaut 20 log de H0. Donc elle pourrait amplifier si H0 est plus grand que 1, et elle serait atténuée si H0 est plus petit que 1. Et on voit qu'il y a deux autres fréquences qui sont en dehors de la bande passante, donc qui ne passeront pas. Elles seront automatiquement coupées. Et pour le signal 2, vous avez cette fréquence-là et cette fréquence-là qui sont dans la bande passante, et donc l'autre est automatiquement coupée. Donc en sortie, qu'est-ce que vous allez récupérer? Alors si vous avez un dispositif qui permet de dissocier les deux spectres S1 et S2, vous allez avoir un spectre, donc, le signal bleu, cette fréquence-là qui correspond à celle-là. C'est la seule qui est du signal 1 restée parce qu'elle est dans la bande passante. Et S2, vous avez les deux signaux-là qui correspondent à ces deux signaux-là qui sont dans la bande passante. Alors, maintenant, si on applique ça à quelque chose de plus concret, attendez, il y a un truc qui est caché. Quelque chose de plus concret, le moyenneur. Alors, un moyenneur, on utilise notamment le moyenneur avec un passe-bas. Alors, je vais la forme canonique qui est ici. Voilà. Et on va prendre un signal rectangulaire de valeur moyenne 1,5. Donc, par exemple, je vais le dessiner juste en dessous, là. Au cours du temps, donc je vais mettre en rouge. Hop. Et sa valeur moyenne, c'est 1,5. Et la question, c'est, on aimerait bien, en sortie, donc ça c'est votre entrée, récupérer en sortie, alors je vais mettre en vert la sortie, un signal qui, lorsque vous allez mesurer l'amplitude de ce signal, va correspondre à votre valeur moyenne. Alors il restera toujours des sinusoïdes à l'intérieur, mais en tout cas qui aura en gros votre courbe, il faudra la resserrer autour de cette valeur moyenne. Ce qu'on appelle donc un moyenneur. Pour y arriver, donc on utilise un filtre passe-bas. Alors pourquoi un filtre passe-bas? C'est justement, il me semble, la partie d'après. Voilà. Donc, on sait que pour caractériser un filtre, il faut absolument connaître F0. Vous voyez bien, c'est tout ce qui est ici. F0 là, F0 là, F0 là. Entre ces trois manips, je fais varier F0. Je change les valeurs de mes composants de chaque côté en fonction, pour me caler par rapport à la fréquence. Alors, imaginons maintenant, je vais me garder un peu de haut, je vais superposer en haut comme ça. Dans le premier cas, on a F0 qui vaut 10 fois la fréquence. Alors, si je représente le diagramme de Bode, donc par exemple,
en gain. Je vais faire en gain. On a un passe-bas. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Attendez. J'ai dû plutôt le centrer. Voilà. Un passe-bas, par définition, c'est quelque chose qui laisse passer les basses fréquences. Et donc, alors je représente les asymptotes. Je ne représente pas la courbe générale. En fonction log sur F0. Et donc là, vous avez 0. Donc, si F0 vaut 10 fois la fréquence F, c'est-à-dire que le fondamental, c'est ce qu'on vous dit juste en dessous ici, alors je vais mettre une autre couleur, le fondamental est assez loin par rapport à F0 qui correspond à la barre centrale, enfin au centre ici, d'accord? Donc par exemple, votre fondamental est... alors je superpose là, c'est pas ce que je mets en vert, c'est pas un diagramme de Bode, ce serait le spectre de Fourier, c'est-à-dire en ordonnée, ça représente rien. D'accord? Je représente juste les barres de chaque fréquence. Donc imaginons que votre fondamental est là. Vu que vous êtes assez éloigné de F0, d'accord? Ça veut dire qu'a priori, il va y avoir aussi des harmoniques qui vont rester. J'ai peut-être pas fait un grand écart. Attendez. Imaginons. Je l'ai fait exprès peu différente pour vraiment vérifier les choses. Voilà. Donc, ces harmoniques qui sont ici sont peu modifiées. Pourquoi je dis pas, j'ai dit peu modifiées et pas modifiées, c'est parce que je vous rappelle que le diagramme réel, aux alentours de F0, dans ce domaine-là, on a quand même des atténuations de l'ordre de moins 3 décibels. D'accord? Donc, plus on est proche de F0, plus quand même on est un tout petit peu atténué. Et par contre, les autres fréquences qui sont en dehors de la bande passante, là, celles-ci, elles sont filtrées, donc sont atténuées. Donc en gros, même, alors, n'oubliez pas qu'il y en a une infinité. Donc, celles qui sont rigoureusement vers l'infini ont un gain qui vont vers... Donc, on enlève, lorsqu'on est dans la première configuration, on enlève des hautes fréquences, entre guillemets. En tout cas, des fréquences, quand je dis hautes fréquences, ce serait des fréquences qui sont plus grandes que F0. Et donc, ce que ça fait, on avait vu que ce qui donne un signal, la forme d'un signal, ce sont les harmoniques. Donc, si j'enlève des harmoniques élevées, alors si j'enlève par exemple l'harmonique, à partir de l'harmonique, je sais pas, 300, votre signal sera quasiment bien, intact. On va peu modifier. Par contre, si à partir de l'harmonique numéro, je sais pas, 10, vous commencez à enlever toutes les harmoniques à partir de la 10, bah là, votre signal va de plus en plus se déformer. Donc là, je vous ai donné par exemple, ici, un signal où on enlevait quand même pas mal de fréquences, mais qui suit, en tout cas, les mouvements de votre signal d'entrée E2T. Maintenant, deuxième cas. Je vais rectifier. Je vais juste faire un peu de place. Deuxième cas. Imaginons devrait avoir une screen de quoi? Alexandre, Ah, William, tu peux refaire un screen de... Donc, maintenant, alors je reprends le même diagramme de Bode. Dans cette configuration-là, maintenant, j'ai le fondamental qui est aux alentours de... Alors, il y a une fréquence qui bouge pas. Il n'y a qu'une seule fréquence qui bouge pas. C'est... Je vais la mettre en jaune, tiens. C'est la fréquence nulle. D'accord? Elle est toujours à sa place, elle. Elle est vers en moins l'infini, techniquement, puisqu'on trace en fonction de log de f, elle est en moins l'infini. Donc là, pour le coup, maintenant, vous avez le fondamental f qui est aux alentours de f0,
et donc les harmoniques qui vont aller se nicher dans la partie atténuée. Donc vous allez enlever de plus en plus de sinusoïdes. Donc votre signal va de plus en plus se déformer. Donc là on commence à voir schématiquement dans la configuration numéro 2 votre signal qui alors quand même commence à suivre parce que les fréquences qui sont aux alentours de F0, le fondamental et les premières ne sont pas fortement atténuées, d'accord? Je vous rappelle qu'il faut multiplier la fréquence par 10 pour ne serait-ce avoir qu'un gain de 20 décibels, moins 20 décibels. Donc, pour ça, votre signal est peu modifié, mais il est de plus en plus déformé. Alors maintenant, dans le dernier cas, là, alors je reproduis. Le diagramme de Bode. Voilà. Alors le fondamental ne bouge toujours pas, d'accord? Parce que son log de f vaut moins l'infini. Par contre, maintenant, le fondamental est situé dans une partie fortement atténuée. Et si le fondamental est dans la partie fortement atténuée, ça veut dire que les harmoniques sont aussi dans la partie fortement atténuée, puisque je vous rappelle que les harmoniques sont des sinusoïdes de fréquence plus grande que f. Et donc votre signal va se rapprocher de votre valeur moyenne. C'est-à-dire qu'il ne restera que le signal de fréquence nulle et des tout petites fréquences, éventuellement f, mais d'amplitude suffisamment basse par rapport à l'amplitude de base, l'amplitude initiale, parce qu'elle est dans une zone fortement atténuée. Plus vous allez décaler, plus vous allez prendre une valeur ici. Attendez, la série qui s'est activée. Plus vous allez prendre une valeur plus petite, enfin si vous prenez 0,0001 f, et ben votre signal va de plus en plus ressembler, va de plus en plus se caler sur la valeur moyenne. Et maintenant, pour finir, ce qui est important, vous voyez que quand vous voulez construire, le paramètre qui est important pour voir si vous voulez un moyenneur ou autre chose, c'est le paramètre F0, parce que en général, en pratique, vous allez recevoir un signal qui a une fréquence donnée, d'accord, par un GBF, hein, mais imaginons un signal sonore ou autre, et vous ne pourrez pas jouer sur ce signal-là. Par contre, pour pouvoir le filtrer, vous allez donc modifier F0 pour pouvoir aller dans la bonne catégorie, c'est-à-dire passe bas, passe haut, moyenneur ou pas, ou intégrateur, dérivateur, et vous allez arriver à ça. Alors la dernière partie, je vous fais une petite remarque sur le comportement intégrateur. Alors comportement intégrateur, je vous rappelle que pour un passe bas, ça correspond lorsqu'on est dans la partie atténuée. C'est-à-dire qu'on a vu dans le cours, alors si je passe en fonction de log de f sur f0, que dans ce domaine-là, d'accord, on est intégrateur. Alors, on est intégrateur dans le cas notamment, je vous rappelle, oméga très grande va oméga 0. Donc peut-être pas, j'étais un peu trop optimiste, mais on va dire plutôt dans la partie pas proche de f0. D'accord, vraiment ici. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que plus vous voulez un bon intégrateur, plus il faut aller vers les amplitudes basses. Donc, pour le coup, si vous regardez le schéma qui est là, je suis dans une bonne partie, c'est-à-dire ma fréquence F0 est bien dans le domaine, enfin vérifie bien F très oméga très grande vers oméga 0, mais ce que l'on voit, c'est que votre amplitude qui est là, ici, elle est très petite par rapport en tout cas au signal de départ. C'est-à-dire que votre signal, je sais pas, votre amplitude S0 est très très petite de votre amplitude E0. Par contre, si vous êtes pas trop restrictif sur la valeur de F0, c'est-à-dire tout à l'heure on était et par exemple si vous êtes aux alentours de 0,1, pardon. Voilà.
bah vous êtes à peu près ici, dans un domaine là. Donc vous êtes quand même dans une bande atténuée, mais vous êtes dans le domaine où quand même les amplitudes sont atténuées, mais pas non plus énormément. Donc vous allez avoir un comportement intégrateur. Et donc quel est le signal de sortie que vous allez récupérer à la fin? Bah, quelle est l'intégrale d'un créneau? C'est un signal triangulaire. Pourquoi? Parce que, alors je vais superposer le créneau, montrer. Donc imaginons le créneau. Voilà. Donc vous intégrez quelque chose qui est constant, ici. D'accord? Donc, si vous intégrez quelque chose qui est constant, ça fait constante fois x. D'accord? Alors d'ailleurs, le créneau, je l'ai mis en 0, mais ça changera pas. Et donc, si vous intégrez cette chose-là, en vert, là, vous allez avoir, alors pas forcément la même amplitude, parce que ça va dépendre des paramètres de base, mais vous allez avoir un créneau comme ça. Parce que vous intégrez des constantes. Et inversement, si vous voulez dériver un créneau, dériver un signal triangulaire, vous aurez un créneau. Et si vous voulez dériver un créneau, on aura 0. Enfin, si, c'est faux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on intègre un créneau? Oui, j'arrive, Romain. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait avoir si je dérive Quel signal je vais obtenir si je dérive un créneau? En quel point? Pas tout le temps. Pas tout le temps direct. Voilà, là où il y a les grandes variations. C'est-à-dire que, alors attention, vous pouvez avoir 2 Dirac. C'est-à-dire que sur les valeurs constantes, quand vous dérivez sur valeurs constantes, c'est nul. Donc vous allez avoir, par exemple, je superpose. Alors je vais supprimer ma courbe en verte. Ce sera peut-être plus simple. Hop, je refais juste mon signal. Voilà. Vous aurez donc une constante ici, donc O. Là, vous descendez. Donc, quand vous avez une variation brusque négative en pente, vous aurez quelque chose qui sera moins l'infini. D'accord? Ça redeviendra nul. Et ça redeviendra plus infini, et ainsi de suite. Vous aurez donc des pics au niveau de chaque variation brusque de pente. Donc, Romain, c'était quoi ta question? Dans votre exemple avec le créneau, l'intégration, quand on intègre, ça va descendre, parce qu'on était tout le temps positif, vous avez mis à chaque fois le créneau à chaque fois il était au-dessus de l'axe des abscisses. Du coup, je comprends pas comment le triangle d'intégration peut redescendre. Ah, d'accord. Alors, on peut essayer de faire le calcul, mais en fait, il faut faire attention à comment ça s'appelle? Attendez, je refais le calcul. Un créneau. C'est normalement, alors le créneau de valeur moyenne. Oui, non, il faudrait en effet, non. Là, je suis d'accord, il faudrait dans cet exemple-là, hop, plutôt avoir un créneau. Je sais pas pourquoi je peux pas. Attendez. Je sais pas pourquoi le live il s'est barré. Copie d'écran, MacBook. Attendez, hop. Je relance le live. Attendez, hop. Attendez. Ça a bugué. Attendez, je me déco et je reviens. Ah non, vous m'entendez là, c'est bon, mais alors pourquoi il veut pas se connecter? Hop. Ah non, ok, c'est mon appli qui a bugué. Alors attendez.
Et donc oui, en tout cas, au niveau d'un créneau, il faudrait avoir une valeur négative au niveau de la valeur la plus basse. Sinon ça peut pas marcher en effet. Alors, est-ce que ça devrait être bon maintenant? Attendez. Recopie d'écran. Hop. Alors, follow, bon, je sais pas pourquoi ça bug. Bon, je vais rectifier ça. Mais oui, en effet, dans l'idée, de toute façon, je crois que j'ai quasiment fini le temps de rectifier. Mais en effet, il faudrait que la valeur qui est nulle, qui était nulle sur mon schéma, soit non nulle. En fait, qu'elle soit négative pour avoir un créneau, pour avoir des pentes négatives. Donc voilà. Ce qu'on peut faire en attendant que je remette le live. Non, si vous avez tous le TD, je crois que vous l'avez même en version imprimée. Vous allez me chercher par rapport à ce chapitre-là. Attendez, je reprends. Par rapport à ce qu'on vient de faire à l'instant.